Et donc, Shiraz va nous donner la place actuellement des biothérapies dans la prise en charge de la polypose naso-sinusienne. Cher ami, tu as la parole. Merci. Donc, à mon tour, je remercie les organisateurs pour cette invitation, en particulier mon ami Majd Beji et Semia Sahtout. C'est toujours avec plaisir que j'assiste au congrès donc, de l'ATU-FORCAL et de l'Association française franco-tunisienne de pneumologie. Ça m'a permis de voir des amis et aujourd'hui je vais vous parler de la prise en charge de la polypose naso-sinusienne à l'ère des biothérapies. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, mais mon mari me disait toujours que les conférenciers qui n'ont pas de conflit d'intérêt sont sans intérêt et je pense qu'il a tout à fait raison. Par contre, ce que j'ai à déclarer ici, c'est que je n'ai aucune expérience personnelle de l'utilisation des biothérapies dans la polypose naso-sinusienne, puisque ces molécules ne sont pas disponibles dans notre pays. J'ai fait donc une revue de la littérature, tout ce qui se passe, dans l'espoir de pouvoir utiliser ces molécules un jour en Tunisie pour justement soulager le fardeau de la polypose naso-sinusienne sévère et mal contrôlée par les schémas thérapeutiques actuels et ces patients qui sont quand même très nombreux dans notre pays. Juste pour rappeler que la polypose naso-sinusienne, c'est une inflammation chronique qui touche essentiellement l'ethmoïde et dont la physiopathologie a beaucoup évolué, comme celle de l'asthme, mais qui reste encore mal définie. Et si la polypose n'est pas très grave dans le sens où on ne meurt pas de polypose, mais la symptomatologie clinique est quand même un lourd fardeau pour les patients et altère considérablement la qualité de vie de nos patients. Le traitement de référence reste la corticothérapie. La chirurgie est toujours de seconde intention. Malheureusement, les récidives restent fréquentes. Les biothérapies constituent une véritable révolution, c'est un espoir dans la prise en charge de la polypose naso-sinusienne. La polypose naso-sinusienne est fréquente dans le sens où elle touche 2 à 4% de la population mondiale. En fait, elle rentre dans le cadre des rhinosinusites chroniques, donc elle constitue 30% des rhinosinusites chroniques. Et elle est définie donc par la présence des symptômes, en particulier donc l'obstruction nasale, la rhinorrhée qui perdure plus que 12 semaines pour pouvoir parler d'une pathologie chronique, avec les algies faciales, mais surtout les troubles de l'odorat qui sont assez caractéristiques. Le diagnostic est fait par les polypes qui sont translucides bilatéraux dans les fosses nasales, et là je profite pour passer le message aux pneumologues qu'il faut voir ces polypes et que le diagnostic de la polypose est un diagnostic qui reste clinique. Et voir les polypes, ça veut dire qu'il faut faire une endoscopie parce qu'on peut des fois passer à côté d'un diagnostic différentiel. Le scanner montre des opacités diffuses, mais il n'est pas nécessaire pour le diagnostic. Et en fait, plus il y a des polypes, plus les symptômes sont graves. Alors classiquement, on classait les rhinosinusites chroniques en rhinosinusites avec et sans polypes. Donc c'est surtout le phénotype, l'expression fonctionnelle, les signes cliniques dans toutes les maladies chroniques, l'association aux comorbidités. Mais maintenant, comme dans l'asthme, on s'intéresse surtout aux mécanismes physiopathologiques, donc les modalités de l'inflammation sous-jacente responsable des rhinosinusites chroniques. Et en fait, c'est quoi la polypose? C'est une inflammation, une réponse inflammatoire exagérée qui survient à la suite d'interactions entre l'hôte et l'environnement. Alors l'environnement, il y a eu plusieurs hypothèses, comme dans l'asthme, les virus, les bactéries, les agents fongiques, la pollution, les allergènes, qui vont interagir avec l'hôte qui est prédisposé. Et tout ça va entraîner une altération de la barrière épithéliale et déclencher donc la réaction inflammatoire qui, elle, constitue l'endotype, d'où le remodelage de la muqueuse de l'épithélium,
qui va donner les polypes et donc la symptomatologie, c'est le phénotype. Et bien sûr, donc je ne vous apprends rien en vous disant que polypose et asthme partagent des mécanismes physiopathologiques communs et que c'est une pathologie qui est souvent associée, des pathologies associées, puisque dans les rhinosinusites avec polypes, il y a presque 50% d'asthme, mais aussi dans l'asthme, il y a beaucoup de polyposes, il faut toujours les chercher, et surtout dans l'asthme sévère, puisque la polypose, elle est beaucoup plus fréquente chez les patients qui ont un asthme sévère, donc on a intérêt à détecter le plus tôt possible la polypose et de la traiter. Donc de collaborer avec les pneumologues, et les ORL doivent collaborer aussi avec les pneumologues, puisque aussi le diagnostic précoce de ces pathologies chroniques nous permet de mettre en route un traitement précoce, et c'est connu, plus tôt on fait le diagnostic, plus tôt on prend en charge correctement ce genre de pathologie, meilleurs sont les résultats. Très rapidement, puisque Dr Hamzaoui donc a parlé de la réaction inflammatoire qui est presque la même, donc le type 2 et le non-type 2, puisqu'il n'y a pas que la réaction inflammatoire de type 2. Le type 2, donc avec la sécrétion des interleukines 4, 5, IL4, IL5, IL13 essentiellement. Le chef de file, c'est bien sûr les eosinophiles, avec la cascade inflammatoire, les IgE, et la réaction inflammatoire qui pérennise, qui va aboutir à la formation de fibrines en sous-épithéliale et la formation donc de polypes qui va être à l'origine des symptômes. Alors l'endotype type TH2 est prédominant dans la polypose nasosinusienne. Mais il n'y a pas que ça, il y a en fait une variation géographique marquée de la prévalence, puisqu'on a constaté qu'en Europe et aux États-Unis, 85% des polyposes nasosinusiennes sont de type TH2, alors qu'en Asie, moins de 50%, mais ce chiffre serait en augmentation. En plus, les patients qui ont une inflammation type TH2 ont une charge de maladie qui est plus élevée que ceux qui souffrent d'autres endotypes. C'est-à-dire, le profil TH2, il est corrélé à une résistance aux thérapeutiques classiques, mais aussi à un haut risque de récidive après chirurgie, un remodelage tissulaire qui est beaucoup plus élevé. Et donc, c'est intéressant de déterminer l'endotype de la polypose nasosinusienne. Comme ça, on peut discuter avec le patient et comme ça, il va savoir quel va être le profil évolutif de sa pathologie. Bon, ici, c'était juste pour vous rappeler la classification des rhinosinusites chroniques qui actuellement est faite en fonction de l'endotype, mais aussi en fonction des polyposes primaires et secondaires. Et on ne va pas parler, bien sûr, des polyposes secondaires, puisqu'elles ont une cause bien déterminée, mais qu'il va falloir aussi savoir chercher lorsqu'on a une pathologie qui est résistante aux thérapeutiques habituelles. Les biothérapies, en fait, découlent de la compréhension des mécanismes des réponses immunitaires et de leur dysfonctionnement en cas de maladie. C'est ce qui a abouti donc aux thérapies ciblées pour moduler la réponse immunitaire avec les nouveaux traitements, la possibilité aussi de les utiliser à long terme. Et ceci a permis, bien sûr, l'optimisation de la prise en charge des patients. Et vous utilisez les biothérapies depuis, dans bien sûr beaucoup de pays, bien plus de 15 à 20 ans, alors que dans la polypose, c'est quand même relativement assez récent, même dans les pays développés. Donc c'est un tournant majeur. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ces molécules vont bloquer un ou plusieurs facteurs spécifiques de l'inflammation, les IL5, les récepteurs de l'IL5, l'IgE, les IL4, on va voir tout à l'heure. Donc il y a
en fait, les MAP, donc les anticorps, les monoclonaux antibodies, donc les anticorps pour la rhinosinusite avec polypose, il y a en fait 5 à 6 molécules qui sont à l'essai actuellement. Donc, presque tous ont été utilisés pour l'asthme ou pour la dermatite atopique. Alors ici, vous avez en fait, ceux qui sont en bleu, ce sont les agents biologiques qui ont été approuvés, le dupilumab, l'omalizumab, le plus ancien, le mépolizumab, mais plus récemment, le benralizumab et le tezepelumab qui est encore à l'essai, qui est un anti-TSLP. Le traitement, en fait, de la polypose nasosinusienne se fait par étapes. Bien sûr, dans tous les essais thérapeutiques, il faut absolument que les patients soient en plus ou bénéficient en plus du traitement classique de la polypose, qui est la corticothérapie locale. Et c'est une corticothérapie locale au long cours qu'il faut utiliser à dose efficace, c'est-à-dire 400 microgrammes par jour. Si il n'y a pas de réponse, on peut prescrire des corticoïdes oraux, mais maintenant vous savez tous que les corticoïdes oraux, on ne peut pas en abuser. Et maintenant, de plus en plus, on parle de doses cumulées, comme dans l'asthme, de corticothérapie systémique. Donc c'est à peu près 500 mg à 1 g par an de corticoïdes à ne pas dépasser, ce qui fait 1 à 2 cures par an de corticoïdes oraux. Si on n'arrive pas à stabiliser nos patients, on va leur proposer la chirurgie. La chirurgie qui est variable, donc on peut faire soit une polypectomie réglée, soit une ethmoïdectomie fonctionnelle ou une ethmoïdectomie radicale. Et malheureusement, 50% des patients vont récidiver à 5 ans et 20% vont devoir être réopérés 5 ans, à 5 ans, avec un délai de 5 ans. Donc, de là, que faire pour ces patients qui récidivent? On ne va pas les mettre sur le billard tous les ans ou tous les 2 ans. Encore, si la récidive elle est tardive, après 7, 8 ou 10 ans, il n'y a pas de problème, on peut réopérer les patients. C'est peut-être si on fait une étude de coût-efficacité, c'est beaucoup plus rentable. Par contre, il y a des patients qui récidivent très précocement. Et là se pose le problème. Là, la biothérapie peut apporter des solutions. Par contre, quels patients peuvent en bénéficier? Eh bien, il faut que ce soit des patients qui ont une preuve de l'inflammation de type 2. Lorsque le diagnostic de polypose sévère non contrôlée est apporté, donc on va voir, parce que nous, on n'avait pas cette définition avant de la polypose nasosinusienne sévère et non contrôlée, mais il faut aussi toujours prendre en compte les comorbidités. Donc l'asthme, l'association à une maladie de Vidal, et de là est née aussi la prise en charge multidisciplinaire. Il faut concerter les pneumologues et il faut établir des schémas thérapeutiques en commun pour ce type de patients. Bien sûr, on verra tout à l'heure comment il faut les surveiller. Alors le POS, donc c'est des experts européens qui en 2022 ont écrit un papier. D'ailleurs, le docteur Sartout est aussi fait partie de cette recommandation. Et en fait, il propose un schéma pour la prise en charge des polyposes primaires. Donc les polyposes primaires, il faut faire un traitement classique, ne pas oublier les lavages de nez, ne pas oublier l'éducation des patients. Sous nos yeux, il faut aussi demander aux patients de ne pas s'automédiquer. J'ai apprécié, mais j'y ai parti, mais sa présentation de ce matin qui était très réaliste parce que les patients font de tout et du n'importe quoi. Et au bout de 12 semaines, ce qui est intéressant, c'est la réévaluation à 12 semaines qui est intéressante. Et là, s'il n'y a pas d'amélioration, il faut compléter l'exploration. Et il faut chercher de quel profil il s'agit. Donc faire des explorations
pour définir s'il s'agit d'un profil TH2 ou d'un profil non TH2. Et en fonction de ça, on va adapter le traitement médical, voire chirurgical. Puis après 12 semaines, donc ce qui fait à peu près 6 mois, on va pouvoir, pour les TH2, proposer une immunothérapie ou une reprise chirurgicale. Alors les indications de la biothérapie, selon le POS, c'est la présence de polypes bilatéraux chez un patient qui a déjà été opéré. Donc il est important que le patient soit, qu'on a essayé la chirurgie et qu'il y a un échec de la chirurgie. Sauf si, bien sûr, il y a une contre-indication à la chirurgie ou si le patient refuse de se faire opérer. Et là, eux, ils proposent 3 critères parmi ceux-là pour indiquer une biothérapie. L'inflammation type TH2, et pour ça, c'est une éosinophilie tissulaire avec des éosinophiles dans le champ à l'anapathe plus que 10 dans un champ de haute magnification, ou des éosinophiles sanguins supérieurs à 250 par millimètre cube, ou des IgE sanguins, j'ai vu que c'était 300 pour l'asthme ici, il propose 250, ou des IgE sanguins supérieurs à 100. Avec la nécessité de corticoïdes oraux plus que 2 cures par an, et pour eux, ils proposent un traitement à faible dose pendant 3 mois, alors qu'actuellement, on ne recommande plus le traitement au long cours, corticothérapie orale, pour la polypose naso-sinusienne. Là aussi, l'altération de la qualité de vie rentre en jeu, c'est important, donc il est important aussi de proposer des questionnaires pour les patients, des questionnaires qui évaluent la qualité les symptômes, donc, et qui les cotent, mais aussi la qualité les répercussions sur la qualité de vie, le sommeil, la profession, donc l'état dépressif, etc. Et donc, lorsque c'est un questionnaire, le plus utilisé, c'est le SNOT-22. Lorsque celui-ci est supérieur à 40, on peut proposer, donc s'il y a 3 critères, la biothérapie. L'hyposmie, très important, donc, et l'utilisation des tests olfactifs est ici aussi importante à introduire. Le diagnostic, l'asthme comorbide, l'asthme qui nécessite une corticothérapie inhalée répétée. Donc, ça fait partie des critères. Alors, qu'est-ce que c'est une polypose qui n'est pas contrôlée? Donc, non contrôlée, ça veut dire que la corticothérapie nasale au long cours est déjà faite. Il faut s'assurer toujours de la bonne observance. Les corticoïdes oraux, plus que 2 cures par an, et surtout la dose cumulée de corticoïdes systémiques supérieure à 1 gramme par an, ou alors des contre-indications à l'utilisation des corticoïdes oraux, et une chirurgie antérieure a été réalisée avec, bien sûr, une polypose sévère, donc des polypes qui existent, avec un score de polypes, donc le score qu'on quantifie à l'endoscopie, supérieur à 4. Les symptômes qui sont présents ou persistants avec un SNOT-22, et là, dans les nouvelles recommandations qui passent à 35, le score de congestion nasale, c'est-à-dire l'obstruction nasale, il y a un score entre 0 et 3, donc supérieur ou égal à 2, des troubles de l'odorat plus que 2, et à l'échelle visuelle analogique, tous les symptômes, on a plus que 5. Le profil TH2, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc supérieur à 250 pour les éosinophiles sanguins ou IgE supérieur à 100. L'éosinophilie tissulaire, bien sûr, on ne va pas s'amuser à faire des biopsies pour tout le monde, mais en général, ce sont des patients qui ont été opérés et donc on peut sensibiliser les anapathes pour comptabiliser les éosinophiles. La comorbidité associée, l'asthme, la maladie de Vidal serait en rapport avec l'endotype TH2. Bon, je ne vais pas encore insister sur la collaboration avec les pneumologues, sinon vous allez me dire. Bon, donc il y a plusieurs molécules qui ont fait sont donc à l'état d'études en phase
2, 3, ceux qui ont eu déjà l'approbation et surtout dans tous les patients, dans tous les essais thérapeutiques, en fait, on continue à utiliser chez ces patients la corticothérapie nasale. Et bien sûr, ce sont des essais qui ont testé les thérapeutiques contre le placebo. Donc, il n'y a pas d'essais qui ont testé deux biothérapies en même temps. Alors, vous les connaissez tous, je vais pas... Alors, vous voyez ici les dates d'approbation. L'AMM obtenue donc, pour l'omalizumab en Europe, aux États-Unis, le dupilumab donc, et le mepolizumab, ce sont les derniers. Ils sont indiqués dans la polypose sévère de l'adulte, par contre. Il n'y a pas d'essai chez l'enfant, insuffisamment contrôlé par la corticothérapie ou la chirurgie en Europe. Par contre, en France, il faut absolument que le patient ait été opéré. Je reviens juste pour vous dire, pour vous rappeler que ce sont des injections, que ça coûte très cher, de l'ordre de 17 000 € par an. Qu'en Tunisie, on a pu avoir l'AMM que pour l'omalizumab et dans l'asthme, et que c'est encore, on me dit que cette molécule n'est pas disponible actuellement. Donc pour la polypose, on est encore très loin. Alors juste cette étude pour dire que les biothérapies ont des effets sur les biomarqueurs de l'inflammation. Et en fait, le dupilumab a montré après 2 semaines une diminution de la plupart des biomarqueurs de l'inflammation. Et systématiquement, mais par contre pour l'éosinophile, c'est une baisse importante mais plus tardive. C'est bon pour le timing. Alors très rapidement pour vous dire quels sont les effets. Alors ces biomolécules ont montré la diminution des scores endoscopiques, toutes les molécules étudiées. Donc par contre dans l'étude du dupilumab qui a testé les patients sur 24 semaines et 52 semaines, on a remarqué que lorsqu'on a arrêté à 24 semaines le traitement et qu'on a suivi les patients, il y avait quand même une dégradation des résultats et donc ça pose le problème de la durée de ce traitement qui sera probablement un traitement au long cours. Voilà par exemple un patient qui a été mis sous dupilumab. À 1 an d'intervalle, il a complètement nettoyé ses sinus. Ça agit aussi pour l'amélioration de la congestion nasale et de l'obstruction nasale de façon significative pour toutes les molécules étudiées, avec un effet rebond significatif à l'arrêt du traitement. Pour les troubles de l'odorat, ça fait bien et rapidement, surtout pour le dupilumab. Par contre, pour le benralizumab, il n'y a pas eu de résultats déclarés. La qualité de vie a été améliorée pour les 3 premières molécules, avec le même effet rebond à l'arrêt du traitement. Pour le benralizumab, il n'y a pas eu d'amélioration. Le recours à la chirurgie, parce que c'est un aussi des critères, parce qu'on a bien envie que nos patients ne se fassent pas opérer plusieurs fois. Et donc, on a remarqué qu'avec la biothérapie dans les essais thérapeutiques, il y avait aussi une diminution du recours à la chirurgie. Ici, vous pouvez suivre les essais thérapeutiques sur le site clinicaltrial.gov. Et juste pour vous dire que, alors les résultats, que tous les traitements ont été comparés à un groupe placebo et qu'il y a actuellement des études en phase 4. Par exemple, pour le dupilumab, les résultats seront en août 26, pour l'omalizumab en octobre 23, bientôt. Donc, pour le mepolizumab, on aura des résultats en ce qui concerne la polypose en avril 2023 et que pour ces molécules donc, émergentes en matière de polypose, bien sûr, pour le benralizumab, il y a une étude de phase 3 parce que la première étude n'était pas suffisamment concluante et donc on aura des résultats très bientôt en septembre 2023 et le plus récent, c'est le
dupilumab, les résultats, pour les résultats, il faut attendre février 2024. Alors, il faut parler de tolérance. Il n'y a pas suffisamment de recul, même si ça fait 20 ans pour l'asthme qu'on les utilise, mais globalement, ils sont bien tolérés. Aucun effet indésirable grave. Alors, bien sûr, pour le dupilumab, c'est l'hyperéosinophilie qu'il va falloir aussi surveiller. Avant de finir, donc, pour les biothérapies en matière de polypose, il y a une bonne tolérance, une efficacité pour la plupart des molécules testées. Bien sûr, toujours en traitement additionnel chez les patients porteurs d'une polypose sévère, bilatérale, non contrôlée par les traitements habituels. Pas de réponse. Il n'est pas possible, à l'état actuel des choses, de comparer l'efficacité et la tolérance des différents produits de biothérapie, même si je n'ai pas voulu l'écrire, que pour certaines études, le dupilumab apporte de meilleurs résultats, parce que les critères en fait d'éligibilité, la durée de suivi, le mode de recours aux corticoïdes ne sont pas suffisamment précisés dans les essais thérapeutiques, et surtout aussi les critères d'évaluation qui ne sont pas identiques dans les différentes études. Alors, il faut surveiller l'évolution. Je vous donne directement le dernier protocole de l'Ophorea, qui propose donc, après 6 mois, de surveiller selon les scores de polypes, le score de l'obstruction nasale, le SNOT-22. S'il n'y a aucune amélioration, eh bien, il faut arrêter et proposer la chirurgie. Ou alors proposer un autre traitement biologique. Par contre, s'il y a une amélioration, eh bien, il faut poser la question au patient. Si le patient se sent, si le patient se sent amélioré, on continue, sinon, on va changer de biothérapie. Et puis, on va réévaluer avec des scores bien définis après 12 mois de traitement pour voir si oui ou non, on va proposer une autre biothérapie ou passer à la chirurgie, ou peut-être associer la chirurgie à la biothérapie, ce qui serait peut-être une voie très intéressante. Donc, en conclusion, comme on ne guérit pas la polypose, comme on ne guérit, je pense, on ne guérit pas l'asthme. Comme on ne guérit pas donc l'asthme, le traitement, c'est la corticothérapie au long cours. Il faut en informer le patient, il faut éduquer le patient pour qu'il ait une bonne observance de son traitement. Alors, il faut lui dire que son traitement, c'est pour soulager ses symptômes, améliorer sa qualité de vie et améliorer les comorbidités, parce qu'une polypose qui est mal contrôlée va déséquilibrer son asthme. Il faut tenir compte de la dose cumulée de corticoïdes oraux pour éviter les effets indésirables, réduire le nombre de chirurgies. Et la biothérapie, eh bien, c'est une solution prometteuse, certes, mais il va falloir, si on arrive réellement pour qu'elle soit démocratisée et passée dans nos pays, il faut pouvoir modifier les modalités d'administration, mais surtout réduire le coût de cette thérapie, car c'est un traitement probablement au long cours, et peut-être aussi pour l'avenir, c'est la disponibilité des analyses d'endotypage qui vont permettre de proposer aux patients un traitement personnalisé, donc en fonction des biomarqueurs qui sont élevés dans sa pathologie. Je vous remercie. J'ai compris. Alors, merci beaucoup, professeur Mbarek, pour cette mise au point sur les indications de la biothérapie chez les patients ayant une polypose naso-sinusienne. Et avant de passer à la dernière conférence, donc avant de parler de l'atout, la parole est à la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? C'est une excellente conférence pour la polypose parce que c'est un gros problème pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce handicap. Alors, pour les immunothérapies, on a en France maintenant 3 molécules. On a le Dupixent, le Nucala et le Fasenra. Alors, on a parlé du traitement de la polypose naso-sinusienne.
depuis la sortie du Dupixent. Et les discours sont différents. Le laboratoire Sanofi disait qu'on peut donner le Dupixent pour les personnes qui ont une polypose nasale résistante au traitement, etc. Et l'histoire de chirurgie avant, est-ce que c'est, à votre avis, c'est vraiment obligatoire de proposer un traitement chirurgical avant de prescrire le Dupixent, tout en sachant que la chirurgie n'est pas possible quand il y a une polypose diffuse au niveau des ethmoïdes, au niveau des sinus maxillaires, des sinus frontaux, etc. Je voudrais votre avis. Alors pour moi, c'est pas parce que je suis chirurgien, donc je préfère opérer mes patients, c'est certain. Mais bien sûr, la chirurgie en matière de polypose naso-sinusienne, même avec une biothérapie disponible, a de longs jours devant elle parce que la chirurgie, elle va permettre au patient de soulager immédiatement le patient. Parce qu'on va lui enlever les polypes, on va faire une cavité donc, qui va être accessible aux corticoïdes nasaux. Et donc, actuellement, on utilise les corticoïdes sous forme de spray ou sous forme de lavage avec le budesonide. Mais il y a aussi une autre avancée thérapeutique, je n'avais pas le temps d'en discuter, c'est les stents maintenant qui libèrent des corticoïdes qui ne sont pas encore disponibles en Tunisie, qui sont chers, peut-être, je ne sais pas s'ils existent en France ou pas, mais c'est peut-être une des solutions très intéressantes aussi. On met un stent et on a la paix pendant 3 mois et ça libère progressivement les corticoïdes. Et l'objectif, en fait, c'est de retarder les récidives, puisque 50% des patients récidivent, mais en fait, si les patients récidivent au bout de 5-10 ans, il n'y a pas de problème parce que la chirurgie sur une reprise est une chirurgie qui est relativement simple parce que qui se fait d'ailleurs en ambulatoire et ça ne pose pas de problème si le patient n'a pas de contre-indication à la chirurgie. Et donc, proposer pour ces patients qu'on peut contrôler par la corticothérapie nasale, par la corticothérapie orale, donc une cure par an, on va dire 1 à 2 cures par an, en traitant les comorbidités, s'il y a une allergie associée, etc. Et proposer une chirurgie tous les 5-7 ans, je pense que c'est préférable à la biothérapie, à l'état actuel des connaissances actuelles. Est-ce qu'il y a eu une comparaison, une étude comparant la chirurgie par rapport à la biothérapie? Oui, il y a eu des travaux et qui ont comparé, mais avec un nombre de patients qui n'est pas très important. Et tous, si on fait aussi l'étude coût-efficacité, c'est toujours en faveur de la chirurgie. Par contre, on a des patients, et c'est mieux aussi, des patients qui récidivent après 1 année, après 6 mois. Et là, c'est cela qui pose problème. Parce que moi, quand je vois des patients que j'ai opérés, des fois, je me dis, si ce n'était pas moi qui les avais opérés, j'aurais dit que le chirurgien ne s'est pas opéré. Et donc, pour ces patients-là, bien sûr, on ne va pas les opérer tous les 6 mois. Et la biothérapie, pour ces patients-là, serait d'un apport certain. Et bien sûr, pour les patients qui ont des contre-indications à la chirurgie. L'association des deux en même temps. Alors oui, on en discute de plus en plus. Maintenant, en fait, on voudrait proposer aux patients de les opérer et de les mettre d'emblée sous biothérapie. Et c'est pour ça, j'insiste sur la prise en charge précoce. C'est comme dans l'asthme. Il ne faut pas méconnaître une polypose et laisser évoluer les polypes. Il faut, comme dans toute maladie chronique, il faut la traiter d'emblée pour avoir les meilleurs résultats. Que ce soit... Oui, j'ai un complément d'information par rapport à ce que vous dites. On fait actuellement une étude sur la région de Marseille avec Justin Michel, que vous connaissez sans doute, oui, bien qui est un grand spécialiste. Et actuellement, on a mis en place un protocole avec intervention, puis immédiatement dupilumab. Dupilumab, parce que c'est quand même celui, il faut le dire, qui marche le mieux pour l'instant. Et donc là, maintenant, il faut... le mieux. Oui, voilà, on va attendre les résultats. Ce qui est sûr quand même, c'est que ce qui est impressionnant par rapport à avant, moi j'ai un recul, c'est que il récupère l'odorat de façon très rapide et durable. Oui, comme quand on donne une corticothérapie, sauf que là ça dure, alors qu'avec la corticothérapie, l'odorat repart immédiatement. Donc c'est ça l'avantage du dupilumab pour le moment par rapport aux autres biothérapies.
Si Ali. Merci Shiraz. Remercie Agnès. Vous nous avez appris beaucoup de choses. Moi, je voudrais faire une observation et poser une question à Agnès. L'observation, c'est ce que tu as dit à la fin. Le problème, c'est le choix du médicament. Il n'y a pas d'argumentaire de comparaison. Et le seul argumentaire, c'est l'AMM. Et puis, le choix du switch aussi pose un problème. Alors, je voudrais poser une question à Agnès, parce que ce qu'on dit assez souvent maintenant, c'est le changement du statut inflammatoire. Et puis, le deuxième problème aussi, dans ces traitements-là, c'est qu'il y a apparition d'anticorps bloquants sur le plan médicamenteux. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on peut faire, d'autant plus qu'il y a un phénomène de télescopage, de ceci, de cela, sur le plan du statut inflammatoire? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, en fonction du statut inflammatoire, et c'est ça la recommandation, c'est de réévaluer le statut inflammatoire quand ça répond pas. Quand ça répond, on y va, on fait rien. Quand il y a une récidive, on refait une expectoration induite et on va voir ce qui se passe. Si ce sont toujours les éosinophiles qui sont en place et qu'on a un anti-IL5, on peut aller changer pour un autre anti-IL5. Si on a encore des éosinophiles, mais qu'on se dit peut-être qu'en fait, il y a plus d'allergies et où il y a plus d'atopie, par exemple, on peut se dire, je vais changer carrément de mécanisme. Au lieu d'être en anti-L5, je vais aller mettre en anti-L4 et je vais voir ce que ça donne. Si par contre, il n'y a plus d'inflammation ou s'il n'y a que des polynucléaires neutrophiles, il y a deux options. Soit de se dire, on va aller tester l'anti-TSLP avec un espoir qui est pas aussi important quand on n'a pas de marqueur éosinophile, ou bien on se dit, eh bien voilà, ça n'a pas marché et on va repartir sur des traitements classiques. Donc c'est vraiment en fonction des données de l'inflammation pour le moment ce qu'on peut faire. Alors la dernière question, je me permets. En fait, je me présente, je suis à la fois ORL et maxillofacial en France, à Laon. Je voudrais remercier la communication sur la polypose et les biothérapies. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est des techniques modernes d'avenir. Et moi, j'ai l'expérience du Nucala et du Dupixent. Et je vous donne un peu les éléments, puisque vous dites que vous ne l'avez pas encore en Tunisie. Pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, le Dupixent, l'indication, c'est après chirurgie. Vous parlez de chirurgie, etc. Ça, c'est important. Deux petites différences. Nucala, c'est 1 fois par mois. Donc les gens, ils préfèrent maintenant le Nucala. Effectivement, il y a un très bon résultat sur l'anosmie. Je connais très bien le professeur Michel là-dessus. Une chose importante aussi, c'est que, en fait, c'est pas une maladie, la polypose, qui est si bénigne que ça, puisque quand vous avez une maladie de Vidal, vous avez des décès. Moi, j'ai une infirmière qui avait un asthme, polypose, une intolérance à l'aspirine, quand elle est morte. Et surtout, le dernier point de vue technique, je veux dire, là on est à 12 malades, mais on a parfois des conjonctivites. Et surtout ce qu'on fait, vous ferez ça sûrement en Tunisie, c'est quand on donne le traitement en subcutané, on garde les gens, nous, en ambulatoire. Je ne sais pas si c'est le terme que vous avez en Tunisie, c'est-à-dire qu'on les garde 2 ou 3 heures, comme les protocoles d'allergie, etc. Donc on les met, on les hospitalise, on attend, et c'est une précaution qu'on fait. Voilà, sur l'expérience. Et en tout cas, merci madame. Merci. Alors je ne sais pas si... D'accord, vous voulez qu'on laisse... Oui? Si, chef. C'est très rapide. Moi, je pense qu'en ce qui concerne les biothérapies d'une manière générale, il y a quelques années, au moment où on a commencé à parler, on disait qu'on va avoir un traitement selon l'onotype. Et on va donner un traitement ciblé. Maintenant, on ne parle plus de ça, on parle des biothérapies. Et c'est mieux, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne connaît pas bien les ontotypes. C'est-à-dire que finalement, au départ, on dit que c'est une inflammation au TH2. Il y a plusieurs inflammations au TH2. On va utiliser des biomarqueurs qui sont approximatifs. C'est-à-dire qu'avec, vous pouvez avoir une bonne éosinophilie, mais ça ne veut pas dire que finalement le malade il va bien répondre. Donc nous, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On va proposer une biothérapie approximative. Si ça ne marche pas, on va changer pour donner une autre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le vrai biomarqueur qui donne l'endotype
assez précis et vis-à-vis duquel on peut donner le bon traitement. Donc aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans les thérapies ciblées. On les approche, mais seulement on n'y arrive pas. Et puis une autre remarque, c'est-à-dire qu'en fait ce matin, on disait que les gens ont du mal à avoir les corticoïdes. Moi je pense qu'en Tunisie, on doit se battre pour avoir les biothérapies, parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on n'a pas, en fait, on avait les anti-IgE, on les a eu pendant 6 mois, je crois, et après, il y a eu un problème avec le départ du laboratoire. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est Micamol et la Société de Pneumon, à mon avis, doivent se battre, parce qu'on a besoin de ces traitements. Les quelques malades que nous avons pris en charge sont parfois transformés. Donc, il est important qu'on se batte, les ORL et les pneumons, pour les avoir.